Alors, après le poids propre et puis les surcharges d'exploitation, un autre type de charge, les charges dynamiques. Donc, les autres charges dont la valeur varie rapidement, souvent même très brusquement, comme la pression d'une rafale de vent ou la chute d'un objet sur le sol, sont appelées charges dynamiques et peuvent être particulièrement dangereuses du fait de leur soudaineté. Ainsi, un marteau qu'on va déposer, sur la tête d'un clou n'aura aucun impact, mais s'il retombe avec force, il fera pénétrer le clou dans le bois. Cette force exercée brusquement est appelée force d'impact. Elle correspond très rapidement à plusieurs fois son poids appliqué de façon statique. Donc, les charges dynamiques contraintes dues au vent, les forces exercées par les vents sur les constructions élevées s'accroissent proportionnellement à leur hauteur, à la hauteur de l'immeuble, de la construction. Ainsi, les effets statiques du vent augmentent du carré de la hauteur de l'édifice. Donc, un immeuble qui atteint près de 460 mètres de haut doit être 50 fois plus résistant au vent qu'un immeuble de 60 mètres de haut. De plus, la vitesse du vent augmente avec l'altitude et sa pression croît du carré de sa vitesse. La pression du vent agit horizontalement. Pour les bâtiments, elle nécessite une structure indépendante de celle qui est prévue pour la charge verticale. Donc, tout ça, ça s'appelle des contreventements, ce que l'on va mettre en place. Et ça, vous verrez, vous aurez l'occasion par la suite de votre formation de voir divers types de contreventements, surtout en ce qui concerne la charpente bois, la charpente métallique. Vous verrez comment on va, quels ouvrages on va mettre en œuvre pour contrer cette pression du vent. Donc environ 10% du poids de la structure, c'est pas rien, et donc de son prix de revient, passe dans le contreventement d'une construction très élevée. Donc contrainte due au tremblement de terre, les constructions renforcées par un système de contreventement ont prouvé, après de nombreux tests de calcul et sur ordinateur, qu'elles pouvaient résister aux secousses sismiques. Des recherches ont permis de constater que lorsqu'une explosion se produit à un point précis de l'écorce terrestre, des ondes forment des cercles concentriques à partir de l'épicentre, exactement comme si on jetait une pierre dans l'eau d'un lac, par exemple. Étant donné que les forces dynamiques d'impact dues au mouvement saccadé des secousses sont pour la plupart du temps horizontales, les constructions peuvent résister grâce au même type de renforcement que celui qu'on utilise contre le vent. Donc, contrainte maintenant thermique et tassement d'appui, très important maintenant avec le changement climatique, surtout les tassements d'appui. La dernière catégorie de contraintes dont l'ingénieur doit se préoccuper est celle causée par les variations thermiques quotidiennes ou saisonnières et par le tassement régulier des fondations d'un bâtiment. Donc les fondations, ce sont les ouvrages dans le sol sur lesquels vont poser les murs ou les poteaux d'un bâtiment. On les appelle quelquefois charges cachées ou contraintes internes. Supposons qu'un pont en acier d'une portée de 100 mètres ait été construit en hiver, alors que la température moyenne était de 2 degrés. En été, lorsque la température atteindra 32 degrés, le pont s'allongera, comme tous les corps, sous l'effet de la chaleur. L'allongement du pont peut être évalué à environ 3 cm. Donc, ce qui va se passer, 1/3 de la longueur du pont, ça paraît assez peu, mais si le pont est retenu par des massifs d'ancrage, entre deux montagnes par exemple, qui ne permettent pas cet allongement, ceux-ci vont faire pression sur le pont afin de le ramener à sa longueur initiale.
Cependant, l'acier est tellement rigide que la charge de compression exercée par les massifs d'ancrage qu'on appelle des culées réduit sa résistance de moitié. Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter cette surcharge. Afin de permettre une éventuelle dilatation thermique, une des extrémités du pont doit demeurer mobile, tandis que les charges dues à la gravité doivent être combattues en augmentant la force et la rigidité d'une structure. Les contraintes thermiques doivent être évitées en réalisant une structure moins rigide. Voilà, donc un croquis qui explique ça, qui peut paraître un peu compliqué. Donc on a un pont qui mesure 100 mètres de long, on le construit lorsqu'il fait 2 degrés. Donc ça s'appelle un appui simple, c'est-à-dire on imagine que le pont par exemple était posé sur une poutre au sol, qu'on aurait scellé dans le sol, et que de l'autre côté on a une poutre mobile qui peut jouer, comme ça, sur des roulettes, ou enfin bon, sur des rouleaux, enfin bon, il y a plusieurs types qui existent. Voilà. L'été, lorsque la température est de 32 degrés, le pont va mesurer 100 mètres et 3 cm, et donc il va pouvoir là s'allonger légèrement, c'est pour ça que là cette partie a bougé, voilà. Alors que si on a des massifs en béton qu'on appelle culées ici et là, et il va y avoir des charges de compression, et donc le pont aura tendance à se déformer. Donc vous verrez que sur le pont, quand vous passez sur des ponts en montagne ou autre, vous verrez qu'ici il y a un joint de dilatation de part et d'autre du pont, c'est-à-dire qu'on a reposé en effet le pont sur du béton de part et d'autre, puis la route continue comme ça, et on a un joint de dilatation qui permet au pont de se dilater l'été et de se rétracter l'hiver, sans que cela porte préjudice au pont lui-même, sans qu'il y ait de déformation.